Ja, ja, ja. Toch weet ik zo wat. Dat weet ik gelukkig. Dat weet ik wat. Dat weet ik wat. Dat weet ik wat. Oh, dat weet ik. Man. Hallo, wie is het? Hallo, wie is het? Oh, het is beter. Kata, 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 kata. Ja, wieder, wieder. Give me a few words for me. Two we beat for us, BS. No. Forcing me to give me. Oh, to sing, to be few words tonight to me. Words to me. Truth. To me, to sing, and Wingers to be
Hello. You. Oh, you. Mira. Two. Give me a few words. For a woman before to be the house to sing. To before night comes to sing, to pass see. Les villes invisibles. Les villes continues. 1. La ville de Léonie se refait elle-même tous les jours. Chaque matin, la population se réveille dans des draps frais. Elle se lave avec des savonnettes tout juste sorties de leur enveloppe. Elle passe des peignoirs flambant neufs. Elle prend dans le réfrigérateur le plus perfectionné des pots de lait inentamés, écoutant les dernières rengaines avec un poste dernier modèle. Sur les trottoirs, enfermés dans des sacs de plastique bien propres, les restes de la ville de Léonie de la veille attendent la voiture du nettoiement. Non seulement les tubes de dentifrice aplatis, les ampoules mortes, les journaux, les conditionnements, les matériaux d'emballage, mais aussi les chauffe-bains, les encyclopédies, les pianos, les services de portelaine. Plutôt qu'aux choses qui chaque jour sont fabriquées, mises en vente et achetées, l'opulence de Léonie se mesure à celles qui chaque jour sont mises au rebut pour faire place à des nouvelles. Au point qu'on se demande si la véritable passion de Léonie est vraiment, comme ils disent, le plaisir des choses neuves et différentes, ou si c'est plutôt l'expulsion, l'éloignement, la séparation d'avec une impureté récurrente. Il est certain que les éboueurs sont reçus comme des anges. Et leur mission, qui consiste à enlever les restes de l'existence de la veille, est entourée de respect silencieux, comme un rite qui inspire la dévotion. Ou peut-être simplement que personne ne veut plus penser à rien de ce qui a été mis au rebut. Où les éboueurs portent chaque jour leur chargement? Personne ne se le demande. Hors de la ville, c'est sûr, mais chaque année la ville grandit et les immondices doivent reculer encore. L'importance de la production augmente et l'État s'en élève, se stratifie, se déploie sur un périmètre plus vaste. Ajoute à cela que plus l'industrie de Léonie excelle à fabriquer de nouveaux matériaux, plus les ordures améliorent leur substance, résistent au temps, aux intempéries, aux fermentations et aux combustions. C'est une forteresse de résidus indestructibles qui entoure Léonie, la domine de tous côtés, tel un théâtre de montagne. Et voici maintenant le résultat. Plus Léonie expulse de marchandises, plus elle en accumule. Les écailles de son passé se soudent ensemble et font une cuirasse qu'on ne peut plus enlever. En se renouvelant chaque jour, la ville se conserve toute dans cette seule forme définitive, celle des ordures de la veille, qui s'entassent sur les ordures des jours d'avant et de tous les jours, années et lustres de son passé. Le déjet de Léonie envahirait peu à peu le monde.
si sur la décharge sans fin ne pressait, au-delà de sa dernière crête, celle des autres villes qui, elles aussi, rejettent loin d'elles-mêmes des montagnes de déchets. Peut-être le monde entier, au-delà des frontières de Léonie, est-il couvert de cratères d'ordures, chacun avec au centre une métropole en éruption ininterrompue. Les confins entre villes étrangères ou ennemies sont ainsi des bastions infects, où les détritus de l'une et de l'autre se soutiennent réciproquement, se menacent et se mélangent. Plus l'altitude grandit, plus pèse le danger de l'éboulement. Il suffit qu'un pot de lait, un vieux pneu, une fiasque dépaillée roule du côté de Léonie et une avalanche de chaussures dépareillées, de calendriers d'années passées, de fleurs desséchées submergera la ville sous son propre passé, qu'elle tentait en vain de repousser, mêlé à celui des villes limitrophes, enfin nettoyées. Un cataclysme nivellera la sordide chaîne de montagnes, effacera toute trace de la métropole sans cesse habillée d'eau neuve. Déjà des villes sont prêtes dans le voisinage, avec leurs rouleaux compresseurs pour aplanir le sol, s'étendre sur le nouveau territoire, s'agrandir elles-mêmes, rejeter plus loin de nouvelles ordures. Les villes continuent. 3. Chaque année, dans mes voyages, je fais une halte à Procope et je prends logement dans la même chambre de la même auberge. Depuis la première fois, je m'arrête pour contempler le paysage qu'on voit en écartant les rideaux de la fenêtre. Un fossé, un pont, un petit mur, un sorbier, un champ de maïs, un buisson avec des murs, un poulailler, le dos d'une colline jaune, un nuage blanc, un morceau de ciel bleu en forme de trapèze. Je suis certain que la première fois, on ne voyait personne. Ce n'est que la nuit suivante qu'à un mouvement entre les feuilles, j'ai pu distinguer une face ronde et plate qui grignotait un épi de maïs. Un an après, ils étaient 3 sur le petit mur. Et à mon retour, j'en vis 6, assis en file, les mains sur les genoux, avec quelques sorbes dans une assiette. Chaque année, à peine entré dans ma chambre, je relevais le rideau et comptais quelques faces de plus. 16, y compris ceux qui se trouvaient au fond du fossé, 29, dont 8 perchés dans le sorbier, 47 sans compter ceux du poulailler. Ils se ressemblent. Ils ont l'air gentils, ils ont des taches de rousseur sur les joues, ils sourient, l'un ou l'autre, avec la bouche pleine de murs écrasés. Bientôt, j'ai vu le pont tout plein de ces hommes à la face ronde, accroupis parce qu'il n'avait plus de place pour remuer. Ils croquaient les grains de maïs, puis rongeaient les trognons. Ainsi, année après année, j'ai vu disparaître le fossé, l'arbre, le buisson, cachés par les haies de sourires tranquilles, entre des joues rondes mises en mouvement par la mastication des feuilles. On n'a pas idée, dans un espace aussi réduit que ce tout petit champ de maïs, et ce qui peut tenir de monde, surtout si les gens sont assis les bras en serrant les genoux sans bouger. Il doit en y avoir beaucoup plus qu'il ne semble. Le dos de la colline, je l'ai vu se couvrir d'une foule toujours plus dense. Mais depuis que ceux du pont ont pris l'habitude de s'asseoir sur les épaules les uns des autres, je ne peux plus jamais voir aussi loin. Cette année, enfin, quand je lève le rideau, la fenêtre n'encadre plus que des faces. D'un angle à l'autre, à tous les niveaux, à toutes les distances, on voit des visages ronds, immobiles, très très plats, avec un soupçon de sourire, et entre beaucoup de mains qui se tiennent aux épaules de ceux qui sont devant. Même le ciel a disparu. Autant que je m'éloigne de la fenêtre. Non que les mouvements me soient faciles, dans ma chambre, nous sommes 26 à loger. Pour mouvoir les pieds, je dois déranger ceux qui sont accroupis sur le parquet, je me fais de la place entre les genoux de ceux qui sont assis sur la commode et les coudes de ceux dont c'est le tour de s'appuyer sur le lit. Ils sont très gentils, tous. Heureusement. Les villes et les signes. 1. L'homme marche pendant des jours entre les arbres et les pierres. L'œil s'arrête rarement sur quelque chose, et seulement quand il y a reconnu le signe d'autre chose. Une empreinte sur le sable indique le passage du tigre. Un marais annonce une source. La fleur de la guimauve, la fin de l'hiver. Tout le reste est muet et interchangeable. Les arbres et les pierres ne sont que ce qu'ils sont. Pour finir, le voyage conduit à la ville de Tamara. On y pénètre par des rues hérissées d'enseignes qui sortent des murs. L'œil ne voit pas des choses,
mais des figures de choses qui signifient d'autres choses. La tenaille indique la maison de l'arracheur de dents, le pot, la taverne, les hallebardes, le corps de garde, la balance romaine, le marchand de fruits et légumes. Statues et écussons représentent des lions, des dauphins, des tours, des étoiles. Signe quelque chose. Qui sait quoi a pour signe un lion, ou un dauphin, ou une tour, ou une étoile? D'autres signes avertissent de ce qui est quelque part défendu. Entrer dans les ruelles avec des charrettes, uriner derrière le kiosque, pêcher à la ligne du haut du pont, et ce qui est permis. Faire voir les zèbres, jouer aux boules, brûler les cadavres de ses parents. Par la porte des temples, on voit les statues des dieux, tous représentés avec leurs attributs. La corne d'abondance, le sablier, la méduse, par quoi le fidèle peut les reconnaître et leur adresser les prières qu'il convienne. Si un édifice ne porte aucune enseigne ou figure, sa forme même et l'endroit qu'il occupe dans l'ordonnance de la ville suffisent à en indiquer la fonction. Le château royal, la prison, l'hôtel de la monnaie, l'école pythagoricienne, le bordel. Même les marchandises que les commerçants disposent sur leurs étalages valent non pas pour elles-mêmes, mais comme signe d'autre chose. Le bandeau brodé pour le front veut dire élégance. La chaise à porteur doré, pouvoir. Les volumes d'Averroès, sagesse. Le collier de cheville, volupté. Le regard parcourt les rues comme des pages écrites. La ville dit tout ce que tu dois penser. Elle te fait répéter son propre discours. Et tandis que tu crois visiter Tamara, tu ne fais qu'enregistrer les noms par lesquels elle se définit elle-même et dans toutes ses parties. Comment, sous cette épaisse enveloppe de signes, la ville est-elle en vérité? Que contient-elle ou cache-t-elle? L'homme ressort de Tamara sans l'avoir appris. Au dehors s'étend jusqu'à l'horizon la terre vide, s'ouvre le ciel où courent les nuages. Dans la forme que le hasard et le vent donnent aux nuages, l'homme s'applique désormais à reconnaître des figures. Un voilier, une main, un éléphant. Les villes continuent, 4. Tu me reproches qu'à chacun de mes récits, je te transporte au beau milieu d'une ville sans rien te dire de l'espace qui s'étend entre une ville et une autre. Si ce sont des mers qui l'occupent, des champs de seigle, des forêts de mélèzes, des marais, c'est par un récit que je te répondrai. Dans les rues de Cécilia, illustre ville, je rencontrai une fois un chèvrier qui poussait devant lui un troupeau carillonnant. Homme béni des dieux, il s'était arrêté pour me poser la question. Peux-tu me dire le nom de la ville où nous sommes? Que le ciel soit avec toi, m'exclamai-je. Comment peux-tu ne pas reconnaître la très illustre ville de Cécilia? Oula, pardonne-moi, répond-il, je suis un pasteur en transhumance. Il nous arrive parfois, à mes chèvres et à moi, de traverser des villes, mais nous ne savons pas les distinguer. Demande-moi le nom des pâturages, je les connais tous. Le pré des rocs, la pente verte, l'herbe ombreuse. Pour moi, les villes n'ont pas de nom. Ce sont des endroits sans verdure qui séparent un pâturage d'un autre, où les chèvres prennent peur au carrefour et se débandent. Le chien et moi devons courir pour tenir rassemblé le troupeau. Tout au contraire de toi, affirmai-je, je ne reconnais que les villes et ne distingue rien de ce qui est au dehors. Dans les endroits non habités, chaque pierre, chaque herbe se confond à mes yeux avec une autre pierre, une autre herbe. Depuis lors, beaucoup d'années ont passé. J'ai connu de nombreuses villes et parcouru des continents. Un jour, je marchais entre des maisons toutes pareilles. Je m'étais perdu. Je demandais à un passant « Que les immortels te protègent, peux-tu me dire où nous sommes ?»« À Cécilia, bien sûr, répondit-il. Il y a si longtemps que nous cheminons dans ces rues, mes chèvres et moi, qu'on n'arrive pas à s'en sortir. » Je le reconnus. Malgré sa grande barbe blanche, c'était le pasteur de l'autre fois. Quelques chèvres pelées le suivaient, qui ne sentaient même plus, tellement elles étaient réduites à la peau et aux os. Elles broutaient du vieux papier dans les poubelles. « C'est pas possible !» m'écriai-je. Moi non plus, je ne sais pas depuis combien de temps je suis entré dans une ville. Depuis lors, je n'ai pas cessé de m'enfoncer dans ces rues. Mais comment ai-je pu faire pour arriver là où tu dis, puisque je me trouvais dans une autre ville, tout à fait loin de Cécilia, et que j'en suis toujours sorti? Les lieux se sont mélangés, constata le chèvrier. Cécilia est partout. Ici même, autrefois, ce devait être le pré de la Sauge basse.
Mes chèvres reconnaissent les herbes du terre-plein, entre les deux voies du périphérique. Les villes et les signes d'eux. Les voyageurs reviennent de la ville de Zirma avec des souvenirs bien nets. Un noir aveugle qui crie dans la foule, un fou qui se penche à la corniche d'un gratte-ciel, une jeune fille qui se promène avec un puma en laisse. En réalité, beaucoup des aveugles qui frappent de leur bâton le pavé de Zirma sont noirs. Dans chaque gratte-ciel, il y a quelqu'un qui devient fou. Tous les fous passent leur temps sur les corniches. Il n'y a pas de puma qui ne soit élevé pour le caprice d'une jeune fille. La ville est redondante. Elle se répète de manière à ce que quelque chose se grave dans l'esprit. Moi aussi, je reviens de Zirma. Mon souvenir comprend des dirigeables qui volent dans tous les sens à hauteur de fenêtres, des rues marchandes où l'on dessine des tatouages sur la peau des marins, des trains souterrains bondés de femmes obèses qui souffrent de la chaleur torride. Les compagnons qui étaient en voyage jurent au contraire qu'ils n'ont vu qu'un seul dirigeable se balancer entre les flèches de la ville. Un seul tatoueur disposait son tout petit banc des aiguilles, des encres et des dessins perforés. Une seule femme obèse s'éventait sur la plateforme d'un wagon. La mémoire est redondante. Elle répète ces signes pour que la ville commence à exister. Les villes continuent. 5. Je devrais, pour te parler de Pentésilée, commencer par te décrire l'entrée de la ville. Sans doute, en imagination, vois-tu se dresser sur la plaine poudreuse une enceinte de murailles. T'approches-tu pas à pas de la porte, surveillé par les employés de l'octroi qui déjà regardent méchamment tes paquets. Tant que tu n'es pas arrivé jusque-là, tu restes au dehors. Tu passes sous une archivolte et tu te retrouves dans la ville. Elle t'entoure de toute son épaisseur compacte. Taillé dans la pierre, il y a un dessin qui se révélera à toi si tu en suis le tracé anguleux. Si c'est ce que tu crois, tu te trompes. À Pentésilée, il en va autrement. Il y a des heures que tu avances et tu ne sais pas si bien si tu es déjà au milieu de la ville ou si tu es encore dehors. Comme un lac aux rives basses qui se perd dans les marais, Pentésilée se répand sur des milles aux alentours, en un bouillon urbain délayé dans la plaine. Immeubles insipides qui se tournent le dos dans des prés mal peignés, entre des palissades de planches et des toits de tôle ondulés. De temps en temps, sur le bord de la route, des constructions aux pauvres façades se pressent les unes contre les autres, très hautes ou très basses, comme un peigne denté qui semble indiquer que bientôt les mailles du tissu vont se resserrer. Mais tu continues, et retrouves encore des terrains vagues, puis un faubourg plein de rouille avec ses ateliers, ses dépôts d'ordures, un cimetière, une foire avec ses manèges, un abattoir. Tu pénètres dans une misérable rue commerçante qui se perd entre des morceaux de campagne pelés. Les gens qu'on rencontre, si tu leur demandes « pour Pentésilée ?» font un geste circulaire dont tu ne sais pas s'il veut dire ici ou bien plus loin ou tout autour ou encore de l'autre côté. « La ville ?» demandes-tu en insistant. « Nous venons ici tous les matins pour travailler », répondent les uns. Et les autres « Nous revenons ici pour dormir. »« Mais la ville où on vit ?» demandes-tu. « Elle doit être, disent-ils, par là. » Et les uns tendent le bras d'un côté vers une concrétion de polyèdres opaques à l'horizon, tandis que les autres indiquent dans ton dos des flèches fantomatiques. Alors, je l'ai dépassé sans m'en apercevoir ? Mais non, essaie, continue un peu. Tu continues, tu passes d'une périphérie à une autre, et l'heure vient de quitter Pentésilée. Tu te demandes ta route pour sortir de la ville. Tu traverses la suite des faubourgs en désordre, semblable à un pigment laiteux. La nuit arrive. Des fenêtres, tantôt au moins, tantôt aux plus nombreuses s'éclairent. Si, cachée dans quelques plis ou poches de ce cercle ébréché, existe une Pentésilée reconnaissable et dont celui qui a été peut se souvenir, ou bien si Pentésilée n'est que la périphérie d'elle-même et possède partout son centre, c'est que tu as renoncé à comprendre. La question qui maintenant commence à te ronger l'esprit est plus angoissante. Hors de Pentésilée, existe-t-il un dehors ? Ou bien, pour autant que tu t'éloignes de la ville, ne fais-tu que passer d'un limbe à l'autre sans arriver à en sortir ? Una guitare.
La chitarra. C'est scherza. Che importa un poco sempre. Scherza e dito. Al ritorno la chitarra. Sei la chitarra. Scherza. Un ritornello. Sei ritornello. Sotte. A mezzanotte. A mezzanotte. Sempre. Un ritornello. Vattene, dice, resta, dice. La chitarra. Vattene, dice, re. Sta un ritornello. La chitarra. Scherza. Che importa un poco sempre. Con la chitarra. Un ritornello. Les villes et le désir. 1. On peut parler de deux façons de la ville de Dorothée. Dire que 4 tours d'aluminium s'élèvent de ses murs, flanquant 7 portes à pont-levis à ressort qui enjambent le fossé dont l'eau alimente 4 canaux de couleur verte qui traversent la ville et la divisent en 9 quartiers, chacun de 300 maisons et de 700 cheminées, et tenant compte de ce que les filles à marier d'un quartier épousent des jeunes gens d'un autre quartier et que leurs familles échangent entre elles les marchandises que chacune possède à l'exclusion de tout autre, bergamote, d'esturgeon, astrolabe, améthyste, faire sur la base de ces données les calculs
calculs nécessaires pour savoir tout ce qu'on voudra de la ville touchant le passé, le présent, l'avenir. Ou dire, comme le chamelier qui me conduisit là-bas, j'y arrivais dans la première jeunesse, un matin. Beaucoup de monde se dirigeait vivement dans les rues vers le marché. Les femmes avaient de belles dents blanches et vous regardaient droit dans les yeux. 3 soldats sur une estrade jouaient de la clarinette. Tout autour, partout tournait. Les roues, elles flottaient, le vent, les affiches peintes. Jusqu'alors, je n'avais jamais connu que le désert et les pistes des caravanes. Ce matin-là, à Dorothée, je compris qu'il n'y avait rien de la vie qui ne m'attendit. Dans la suite des années, mes yeux sont retournés contempler les étendues désertiques et les pistes des caravanes. Mais maintenant, je sais qu'il ne s'agit là que de l'une de ces si nombreuses voies qui s'ouvraient ce matin-là, devant moi, à Dorothée. Les villes et le désir 2. Au bout de 3 jours, allant vers le midi, l'homme rencontra Anastasie, ville baignée par des canaux concentriques et survolée par des cerfs-volants. Je devrais maintenant énumérer les marchandises qu'on y achète avec bénéfice: agates, onyx, chrysoprase et d'autres variétés de calcédoine. Louer la chair du faisan doré qu'on y cuisine sur la flamme du bois de cerisier sec et qu'on saupoudre de beaucoup d'origan. Parler des femmes que j'ai vues prendre leur bain dans le bassin d'un jardin et qui parfois, dit-on, invitent le passant à se dévêtir avec elles et à les pourchasser dans l'eau. Mais avec ces histoires, je ne te dirai pas l'essence véritable de la ville. Car tandis que la description d'Anastasie ne fait qu'éveiller les désirs l'un après l'autre et t'oblige à les étouffer, pour qui se trouve un beau matin au milieu d'Anastasie, les désirs s'éveillent tous ensemble et t'assiègent de partout. La ville t'apparaît comme un tout dans lequel aucun désir ne vient à se perdre et dont tu fais partie. Et puisqu'elle-même jouit de tout ce dont toi tu ne jouis pas, il ne te reste qu'à habiter ce désir et en être content. Tel est le pouvoir que les uns disent maléfique, les autres bénéfiques, d'Anastasie, la ville trompeuse. Si 8 heures par jour tu travailles comme tailleur d'agates, d'onyx, de chrysoprase, ta peine qui donne forme au désir prend du désir sa forme. Et tu crois jouir de toute Anastasie, alors que tu en es seulement l'esclave. Les villes et le désir 3. On atteint Despina de 2 manières, par bateau ou à dos de chameau. La ville se présente différemment selon qu'on y vient par terre ou par mer. Le chamelier qui voit pointer à l'horizon du plateau les clochetons des gratte-ciel, les antennes radars, battre les manches à air blanches et rouges, fumer les cheminées, pense à un navire. Il sait que c'est une ville, mais il y pense comme à un bâtiment qui l'emporterait loin du désert. Un voilier qui serait sur le point de lever l'ancre, avec le vent qui déjà gonfle les voiles pas encore largués, ou un vapeur dont la chaudière vibre dans la carène de fer. Il pense à tous les ports, aux marchandises d'outre-mer que les grues déchargent sur les quais, aux auberges où les équipages de diverses nationalités se cassent des bouteilles sur la tête, aux fenêtres illuminées du rez-de-chaussée, avec à chacune une femme qui refait sa coiffure. Dans la brume de la côte, le marin distingue la forme d'une bosse de chameau, d'une selle brodée aux franges étincelantes, entre 2 bosses tachetées qui avancent en se balançant. Il sait qu'il s'agit d'une ville, mais il y pense comme à un chameau, au bas duquel pendent des outres et des besaces de fruits confits, du vin de date, des feuilles de tabac. Et déjà il se voit à la tête d'une longue caravane qui l'emporte loin du désert de la mer, vers des oasis d'eau douce, à l'ombre dentelée des palmiers, vers des palais aux gros murs de chaux, aux cours sur les carreaux desquels dansent nu-pieds les danseuses, remuant les bras un peu dans leur voile et un peu en dehors. Toute ville reçoit sa forme du désert auquel elle s'oppose. Et c'est ainsi que le chamelier et le marin voient Despina, la ville des confins, entre 2 déserts. Les villes et les signes. 3. L'homme qui voyage et ne connaît pas encore la ville qui l'attend sur sa route se demande comment seront les palais du roi, la caserne, le moulin, le théâtre, le bazar. Dans chaque ville de l'Empire, chaque édifice est différent et a une place particulière. Mais à peine l'étranger arrive-t-il dans la ville inconnue et jette-t-il un regard sur cette pomme de pin de pagode, de mansarde et de grange, suivant les capricieux dessins des canaux, des jardins et des tas d'immondices,
que tout aussitôt, il y reconnaît les palais des princes, les temples des grands prêtres, l'auberge, la prison, les bas-fonds. Ainsi, dit-on, se confirme l'hypothèse selon laquelle tout homme a dans sa tête une ville qui n'est faite que de différences, une ville sans forme ni figure, et les villes particulières la remplissent. Ce n'est pas ainsi qu'est Zoé. En tout lieu de cette ville, on peut à l'occasion dormir, fabriquer des outils, faire la cuisine, accumuler les pièces d'or, se déshabiller, régner, vendre, interroger des oracles. N'importe quel toit pyramidal pourrait coiffer aussi bien le lazaret des lépreux que les thermes des odalisques. Le voyageur tourne et revient sur ses pas possédé par le doute. Il ne parvient pas à distinguer les différents endroits de la ville. Ses propres catégories mentales en viennent à se mélanger. Il en déduit ceci. Si l'existence en chacun de ces moments est tout entière elle-même, la ville de Zoé est le lieu de l'existence invisible. Mais alors, pourquoi la ville? Quelle ligne sépare le dedans du dehors? Le grondement des roues du hurlement des loups. Les villes et le désir 5. À partir de là, après 7 jours et 7 nuits, l'homme arrive à Zobéide, ville blanche, bien exposée à la lune, avec des rues qui tournent sur elles-mêmes comme les fils d'une pelote. Voici ce qu'on raconte à propos de sa fondation. Des hommes de diverses nations firent un rêve semblable. Ils virent une femme courir en pleine nuit dans une ville inconnue. Ils la virent de dos, avec ses cheveux longs. Et elle était nue. Ils rêvèrent qu'ils la suivaient. À la fin, chacun la perdit. Ayant rêvé, ils partirent à la recherche de la ville. Ils ne la trouvèrent pas, mais ils se retrouvèrent ensemble. Alors ils décidèrent de construire une ville comme dans leurs rêves. Dans la disposition des rues, chacun reconstitua l'itinéraire de sa poursuite. À l'endroit où il avait perdu les traces de la fugitive, il ordonna l'espace et les murs autrement que dans le rêve, de telle sorte qu'elle ne puisse plus s'échapper. Ce qui donna la ville de Zobéide, où ils s'établirent dans l'attente qu'une nuit se répéta la scène. Aucun d'eux, ni en rêve, ni à l'état de veille, ne revit jamais la femme. Les rues de la ville étaient celles par lesquelles ils allaient au travail tous les jours, sans plus aucune relation avec la poursuite du rêve, qui du reste était déjà et depuis longtemps oublié. D'autres hommes arrivèrent d'autres pays, ayant fait un rêve semblable au leur, et ils reconnaissaient dans la ville de Zobéide quelque chose des rues de leurs rêves, et ils changeaient de place, arcades et escaliers de manière à ce qu'ils ressemblent mieux au chemin de la dame poursuivie, et que là où elle avait disparu, elle ne restât plus d'issue par où s'échapper. Les premiers arrivés ne comprenaient pas ce qui attirait ces gens à Zobéide, dans cette ville sans grâce, cette souricière. Les villes et les signes 4. De tous les changements de langue que doit affronter celui qui voyage dans des terres lointaines, aucun n'égale celui qui l'attend dans la ville d'Hypasie. Parce qu'il ne touche pas aux mots, mais aux choses. J'entrai un matin à Hypasie, un jardin de magnolias se reflétait dans une lagune bleue. Moi-même, j'avançais entre les haies, assuré de découvrir de belles et jeunes dames au bain. Mais au fond de l'eau, les crabes mangeaient les yeux des suicidés, la pierre au cou, et les cheveux verdis par les algues. Je me sentis frustré, et je voulus en appeler à la justice du sultan. Je montais les escaliers de porphyre du palais, celui dont les coupoles étaient les plus hautes. Je traversais 6 cours de faïence avec des jets d'eau. La salle du milieu était fermée par des grilles. Des forçats avec au pied des chaînes noires remontaient des rochers de basalte d'une carrière souterraine. Il ne me restait plus qu'à interroger les philosophes. J'entrai dans la grande bibliothèque. Je me perdis entre les rayons croulant sous les reliures en parchemin. Je suivis l'ordre alphabétique d'alphabets disparus, montant et descendant à travers des couloirs, par des escaliers et des passerelles. Dans le cabinet des papyrus le plus reculé, à travers un nuage de fumée, m'apparurent les yeux hébétés d'un adolescent, étendu sur une natte, qui ne décollait pas les lèvres d'une pipe d'opium. « Où est le sage ?» Le fumeur m'indiqua la fenêtre. Il y avait un jardin avec des jeux pour les enfants, les quilles, la balançoire, la toupie. Le philosophe était assis sur la pelouse. Il dit: « Les signes forment une langue, mais pas celle que tu crois connaître. »
Je compris que je devais me libérer des images qui jusqu'ici avaient annoncé les choses que je cherchais. Seulement alors je réussirai à comprendre la langue d'Hypasie. À présent, il suffit que j'entende le hennissement des chevaux et le claquement des fouets pour que me prenne un tremblement amoureux. À Hypasie, tu dois entrer dans les écuries et les manèges pour voir les belles femmes qui montent en selle, cuisses nues, des jambières sur les mollets. Et un jeune étranger s'approche-t-il qu'elle le renverse dans le foin ou la sciure et le presse ferme contre leurs tétons. Et lorsque mon âme ne demande d'autre nourriture et stimulant que la musique, je sais qu'il faut le chercher dans les cimetières. Les musiciens se dissimulent dans les tombes. D'une fosse à l'autre se répondent trilles de flûtes et accords de harpe. Il est certain qu'à Hypasie aussi viendra le jour où mon seul désir sera de repartir. Je sais que je ne devrais pas descendre au port, mais gravir le clocheton le plus élevé de la forteresse et attendre qu'un navire passe là-haut. Mais passera-t-il jamais? Il n'est pas de langage sans piège. Blech. Boing. You stupid kite! Come down out of the trees! Gosh! Da-dang, 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 da-ding, 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 da-ding. Knock, knock. Puff! Scrunch! Pan, 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 pan. Plop! I'm Frida, and I have naturally curly hair. Do you like girls with naturally curly hair? God grace! Boom! Pop! 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 Side. Boing, 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 boing. She's got a ticket to ride. She's got a... Oh, the weather tomorrow will be mostly cloudy. Oh. Shut up. Knock, knock. Oh? Oh. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, it's... Smudge the...
Splash! Split splot. Stop. 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 No. Stop. 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 Shrek! Oh, it's on the Dutch! And duck doing, 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 doing. Hey, 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 oh, no, it's a bird. Oh, no, 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 no. Oh, it's a plane. No, 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 no. Oh, it's Superman. Zing, zoom, zoom. Les années-lumière. Une galaxie s'éloigne de nous d'autant plus rapidement qu'elle est plus lointaine. Une galaxie qui se trouverait à 10 milliards d'années-lumière de nous aurait une vitesse de fuite égale à la vitesse de la lumière, soit 300 000 km/s. Déjà, les quasars récemment découvertes seraient proches de ce seuil. Une nuit, j'observais comme d'habitude le ciel avec mon télescope. Je remarquais que d'une galaxie distante de 100 millions d'années-lumière se détachait un carton. Dessus, il était écrit « Je t'ai vu ». Je fis rapidement le calcul, la lumière de la galaxie avait mis 100 millions d'années pour me joindre, et comme de là-bas il voyait ce qui se passait ici avec 100 millions d'années de retard, le moment où il m'avait vu devait remonter à 200 millions d'années. Avant même de contrôler mon agenda pour savoir ce que j'avais fait ce jour-là, je fus pris d'un pressentiment angoissé. 200 millions d'années auparavant, précisément, et pas un jour de plus ni de moins, il m'était arrivé précisément quelque chose que j'avais toujours essayé de cacher. J'espérais qu'avec le temps, cet épisode tomberait dans l'oubli. Il contrastait nettement, du moins à ce qu'il me semblait, avec mon comportement habituel d'avant et d'après cette date, au point que si jamais quelqu'un avait essayé de fureter dans cette histoire, je me sentais en mesure de le démentir en toute tranquillité. Et non seulement parce qu'il serait impossible d'apporter la moindre preuve, mais encore aussi parce qu'un fait déterminé par des circonstances aussi exceptionnelles, même s'il était effectivement vérifié, restait improbable au point de pouvoir être de bonne foi considéré comme faux, même par moi. Et voilà que, d'un lointain corps céleste, quelqu'un m'avait vu, et maintenant l'histoire revenait au jour. Naturellement,
j'étais capable d'expliquer tout ce qui était arrivé et comment cela avait pu arriver. Et je pouvais faire comprendre, sinon justifier vraiment, ma façon d'agir. J'eus l'idée de répondre tout de suite avec un carton pareil, en employant une formule de défense comme attendez que je vous explique !» ou encore « J'aurais voulu vous y voir, vous !» Mais cela n'aurait pas suffi. Et l'explication à donner aurait été trop longue pour une inscription synthétique qui fût lisible de si loin. Et par-dessus tout, je devais prendre garde à ne pas commettre de faux pas ou, si vous voulez, ne pas authentifier implicitement ce à quoi le « je t'ai vu » tentait de faire allusion. En somme, avant de me laisser aller à une quelconque déclaration, il aurait fallu que je susse exactement ce qu'ils avaient pu voir de cette galaxie et ce qu'ils n'avaient pas vu. Et pour cela, il n'y avait qu'à leur demander. Avec un carton du genre voyons si tu dis bien la vérité, hein ? Qu'est-ce que je faisais ?» Puis attendre tout le temps qu'il leur fallait pour d'où ils étaient, voir mon inscription, et le temps tout aussi long pour que je visse leurs réponses et puisse pourvoir aux nécessaires rectifications. Bon, le tout aurait pris 200 autres millions d'années. Et même quelques millions d'années en plus, parce que pendant que les images allaient et venaient à la vitesse de la lumière, les galaxies continuaient à s'éloigner les unes des autres. Et ainsi, cette constellation-là, à présent, n'était plus déjà où moi je l'avais vue un peu auparavant. Et l'image de mon carton devait lui courir après. Bon, en somme, c'était un système un peu rapide qui m'aurait obligé à discuter de nouveau plus de 400 millions d'années après des événements que j'aurais voulu faire oublier dans le plus bref délai possible. La meilleure ligne de conduite était de ne faire mine de rien, de minimiser la portée de ce qu'ils avaient pu finalement apprendre. Je me dépêchais de placer bien en vue un carton sur lequel j'avais simplement écrit « Et alors ?» Si les gens de la galaxie avaient cru me mettre dans l'embarras avec le « je t'ai vu », mon calme les déconcerterait. Et ils se convaincraient qu'il n'y avait pas à s'appesantir sur l'épisode. Si au contraire, ils n'avaient pas en leur possession d'éléments qui puissent m'être défavorables, une expression indéterminée comme « et alors ?» me permettrait d'enquêter prudemment sur les limites à donner à leur « je t'ai vu ». La distance qui nous séparait de son quai, à 100 millions d'années-lumière, la galaxie s'était déjà éloignée d'1 million de siècles et s'enfonçant dans l'obscurité. Devant rendre moins évident que mon « et alors » répondait à leur « je t'ai vu » vieux de 200 millions d'années. Mais il ne me parut pas opportun de noter sur mon carton des références plus explicites. Parce que si le souvenir de cette journée, au bout de 3 millions de siècles, s'était un petit peu effacé, je ne voulais pas, quant à moi, le rafraîchir. Au fond, l'opinion qu'ils avaient pu se faire de moi en cette singulière occasion ne devait pas me préoccuper excessivement. Oui, les faits et gestes de ma vie, ce qui était consécutif à ce jour et qui couvrait des années, des siècles et des millénaires, parlaient, du moins pour la plupart, en ma faveur. Donc je n'avais qu'à laisser parler les faits. Si depuis ce lointain corps céleste, ils avaient vu ce que je faisais un jour, il y avait de cela 200 millions d'années, ils avaient dû me voir aussi le lendemain, et le surlendemain, et le jour d'après, et encore l'autre jour d'après, et modifier peu à peu l'opinion négative que d'abord ils savaient former en me jugeant hâtivement sur la base d'un épisode isolé. Même, oui, il suffisait que je pensasse au nombre d'années qui déjà s'étaient écoulées depuis le « je t'ai vu » pour me convaincre que cette mauvaise impression était désormais effacée par le temps et remplacée probablement par une opinion favorable, et qu'en tout cas, elle ne correspondait plus à la réalité. Pourtant, cette certitude raisonnable ne suffisait pas à me soulager. Tant que je n'aurais pas la preuve d'un retournement d'opinion en ma faveur, je resterais sur l'impression désagréable d'avoir été surpris dans une situation gênante et identifié avec elle, ligoté à elle. Vous direz que je pouvais très bien me moquer de ce que pensaient de moi quelques habitants inconnus d'une constellation isolée. De fait, ce n'était pas l'opinion circonscrite aux limites de tel ou tel corps céleste qui me préoccupait, mais l'idée que les conséquences de cette indiscrétion pouvaient n'avoir pas de limite. Autour de cette galaxie, il y en avait beaucoup d'autres. Certaines dans un rayon de moins de 100 millions d'années-lumière, avec des observateurs qui avaient les yeux bien ouverts. Le carton « Je t'ai vu » avant que moi-même j'eusse réussi à le voir, avait très certainement été lu par les habitants d'autres corps célestes. Et il le serait de même par la suite sur des constellations de plus en plus éloignées. Même si personne ne pouvait savoir avec précision à quelle situation spécifique ce « je t'ai vu » se référait. Une telle indétermination ne pouvait pas jouer en réalité en ma faveur.
Mieux, étant donné que les gens sont toujours enclins à accorder leur crédit aux pires conjonctures, ce qui de moi pouvait avoir été réellement vu d'une distance de 100 millions d'années-lumière, était au fond peu de choses en comparaison de tout ce que partout ailleurs on pouvait imaginer qui avait été vu. La mauvaise impression que je pouvais avoir laissée durant une légèreté momentanée, vieille de 2 millions de siècles, se trouvait en conséquence grossie et multipliée en se réfléchissant à travers toutes les galaxies de l'univers. Et il ne m'était pas possible de la démentir sans aggraver la situation, compte tenu de ce que, faute de savoir à quelle déduction calomnieuse extrême pouvaient être parvenus ceux-là qui ne m'avaient pas vu directement, j'ignorais d'où je devais faire partir mes démentis et où je devais les arrêter. Dans cet état d'esprit, je continuais chaque nuit à regarder autour de moi avec le télescope. Et 2 nuits plus tard, je m'aperçus que sur une autre galaxie, distante de 100 millions d'années et 1 jour-lumière, ils avaient mis le carton « Je t'ai vu ». Il était hors de doute qu'eux aussi se référaient à cette même voix. Ce que j'avais toujours cherché à dissimuler avait été découvert non pas par un corps céleste seulement, mais aussi par un autre situé dans une toute autre région de l'espace. Et par d'autres encore. Dans les nuits qui suivirent, je continuais à voir de nouveaux cartons avec le « Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu » qui se levait sans cesse dans des constellations nouvelles. En calculant les années-lumière, on arrivait à la conclusion que la fois qu'il m'avait vu était toujours la même. À chaque « Je t'ai vu », je répondais par des cartons où se marquait une indifférence dédaigneuse, comme « Ah ouais, très bien », ou bien « C'est vraiment ennuyeux », ou même une provocation comme « Bah tant pis », ou encore « Bonjour, c'est moi », mais toujours en me tenant sur mes gardes. Encore que la logique des faits me fit regarder vers l'avenir avec un optimisme raisonnable. La convergence de tous ces « je t'ai vu » sur un point unique de ma vie, convergence certainement fortuite due à des conditions particulières de visibilité interstellaire, seule exception, un corps céleste sur lequel, toujours en rapport avec la même date, apparut ce carton « On n'y voit foutre rien !» me tenait sur des charbons ardents. C'était comme si, dans l'espace qui contenait toutes les galaxies, l'image de ce que j'avais fait ce jour-là s'était projetée à l'intérieur d'une sphère qui se serait dilatée continuellement à la vitesse de la lumière. Les observateurs des corps célestes, qui l'un après l'autre se trouvaient placés sur le rayon de la sphère, devenaient en mesure de voir ce qui s'était passé. À son tour, chacun de ces observateurs pouvait être considéré au centre d'une sphère qui se dilatait elle aussi à la vitesse de la lumière en projetant la phrase « Je t'ai vu » de ses cartons tout autour. Dans le même temps, tous ces corps célestes faisaient partie de galaxies qui s'éloignaient les unes des autres dans l'espace à des vitesses proportionnelles aux distances qui les séparaient. Et chaque observateur, qui signalait qu'il avait reçu un message, avant de pouvoir en recevoir un second, s'était déjà éloigné dans l'espace à une vitesse toujours plus grande. À un certain point, des galaxies les plus lointaines qui m'avaient vu, ou qui avaient vu le carton « Je t'ai vu » d'une galaxie plus proche de nous, ou le carton « J'ai vu le je t'ai vu » d'une autre un peu plus loin, rejoindrait le seuil des 10 milliards d'années-lumière, au-delà duquel elle s'éloignerait à 300 000 km/s, c'est-à-dire plus vite que la lumière, et aucune image ne pourrait les rejoindre. Il y avait donc un risque qu'elles demeurassent dans leur provisoire fausse opinion à mon sujet, qui à partir de ce moment deviendrait définitive, impossible à rectifier, sans appel et par conséquent, en un certain sens, juste. C'est-à-dire correspondant à la vérité. Il était donc important qu'au plus vite, l'équivoque fût levé. Et pour la lever, je ne pouvais espérer qu'en une seule chose, qu'après cette fois-là, j'eusse été vu d'autres fois, alors que je donnais de moi une toute autre image, c'est-à-dire, je n'avais là-dessus aucun doute, la vraie image à conserver de moi. Les occasions au cours des derniers 200 millions d'années n'avaient pas manqué, et pour ma part, une seule m'aurait suffi, très claire, pour écarter toute confusion. Et ainsi, par exemple, je me rappelais un jour durant lequel j'avais été vraiment moi-même, c'est-à-dire moi-même de la façon dont je voulais que les autres me vissent. Ce jour-là, je calculais rapidement, s'était écoulé il y a tout juste 100 millions d'années. En conséquence, des galaxies distantes de 100 millions d'années-lumière, ils étaient précisément en train de me voir dans cette situation flatteuse pour ma réputation. Et leur opinion sur moi était certainement en train de changer, corrigeant et même réfutant la première et fugace impression. Oui, en ce moment même, précisément, ou à peu près, parce qu'à présent la distance qui nous séparait devait être non plus de 100 millions d'années-lumière, mais au moins de 101. En tout cas, je n'avais qu'à attendre un nombre égal d'années pour donner le temps à la lumière de là-bas d'arriver ici. La date exacte à laquelle elle viendrait fut bientôt calculée, compte tenu aussi de la constante de Hubble.
et je me rendrai compte de leur réaction. Celui qui m'avait vu au moment X, à plus forte raison, m'aurait vu au moment Y. Et étant donné que mon image était en Y beaucoup plus convaincante qu'en X, même, je dirais, suggestive, telle qu'une fois qu'on l'avait vu, on ne l'oubliait plus. C'est en Y qu'on se souviendrait de moi, tandis que ce qui avait été vu de moi en X serait immédiatement oublié, peut-être après être revenu fugacement à la mémoire, histoire de prendre congé, comme pour dire ah, « pensez-y, hein, quelqu'un qui est comme Y, ah, il peut arriver de le voir comme X et de croire qu'il est en vérité comme X, alors qu'il est clair qu'il est absolument comme Y. » Je me réjouissais presque de la quantité de « je t'ai vu » qui apparaissait tout autour. Parce que c'était le signe que l'attention sur moi était éveillée. Et en conséquence, ma journée la plus lumineuse ne leur échapperait pas. Celle-là aurait, ou, si vous voulez, avait déjà, sans que je le susse, une résonance bien plus vaste que l'autre, réservée à une ambiance déterminée, et de surcroît, je devais l'admettre, plutôt marginale. Bien plus vaste, donc, que ce à quoi, dans ma modestie, je m'étais attendu. Il faut considérer maintenant aussi ces corps célestes, d'où, par la faute d'une inattention ou parce qu'ils étaient mal placés, ils ne m'avaient pas vu, mais avaient seulement aperçu un carton « Je t'ai vu » dans leur voisinage, et avaient exposé à leur tour des cartons qui disaient « Il paraît qu'ils t'ont vu » ou encore « Là-bas, ils t'ont bien vu » expression où je sentais pointer tantôt de la curiosité et tantôt du sarcasme. Là aussi, il y avait des yeux fixés sur moi, qui, précisément parce qu'ils avaient manqué une occasion, n'en laisseraient pas échapper une autre, et qui, ayant de X seulement des nouvelles indirectes ou conjecturales, seraient encore plus prompts à accepter Y comme l'unique vraie réalité qui me regarda. Ainsi, l'écho du moment, Y, se propagerait à travers le temps et l'espace, rejoindrait les galaxies les plus lointaines et les plus rapides, et celle-là serait soustraite à toute image ultérieure, courant les 300 000 km à la seconde comme la lumière, et emportant de moi cette image dès lors définitive, au-delà du temps et de l'espace, devenue la vérité qui contient dans sa sphère d'un rayon illimité toutes les autres sphères de vérité partielle et contradictoire. Une centaine de millions de siècles ne font pas une éternité. Pourtant, il me semblait qu'elle ne passerait jamais. Finalement, arriva la bonne nuit. Bien à l'avance, j'avais pointé le télescope en direction de la galaxie de la première fois. J'approchais l'œil droit de l'oculaire, tenant baissé ma paupière. Je soulevais doucement ma paupière et voici la constellation parfaitement cadrée. Et il y a un carton qui est planté au milieu, qui ne se lit pas très bien. Je fais la correction. Il y est écrit « Tra, la, la ». Seulement ceci, tra, la, la. Dans le moment où j'avais exprimé l'essence de ma personnalité avec une évidence manifeste et sans risque d'équivoque, dans le moment où j'avais donné la clé pour interpréter tous les faits et gestes de ma vie passée et future, et pour en tirer une leçon complexe et équitable, celui-là qui avait non seulement la possibilité, mais aussi l'obligation morale d'observer ce que je faisais et d'en prendre note, qu'avait-il vu? Un beau zéro. Il ne s'était aperçu de rien, il n'avait rien noté de particulier. Découvrir qu'une si grande part de ma réputation était à la merci d'un individu aussi peu consciencieux m'accabla. Cette marque de ce que j'étais qui, en raison des nombreuses circonstances favorables y ayant présidé, pouvait être considérée comme impossible à répéter, était donc passée inaperçue, en pure perte, perdue définitivement pour toute une région de l'univers, seulement parce que ce monsieur s'était accordé 5 minutes de distraction, d'amusement, disons enfin, d'irresponsabilité, le nez en l'air comme une bête, peut-être bien dans l'euphorie de qui a bu un verre de trop. Et sur son carton, il n'avait rien trouvé de mieux à écrire que des signes dépourvus de sens, peut-être bien le petit air frivole qu'il était en train de siffloter, oublieux de ses fonctions, tra-la-la-la-la. Une seule pensée m'était de quelque réconfort, que sur les autres galaxies, les observateurs plus sérieux n'auraient pas manqué. Jamais, comme à ce moment-là, je ne me félicitais du grand nombre de spectateurs que le vieil épisode regrettable avait eu, et qui devaient être prêts à relever la nouveauté de la situation. De nouveau, je me remis à mon télescope chaque nuit. Une galaxie juste à la bonne distance m'apparut quelques nuits plus tard dans toute sa splendeur. Elle avait son carton, et on y avait écrit cette phrase. Tu as ton tricot de laine.
les larmes aux yeux, je m'évertuais à trouver une explication. Peut-être qu'en cet endroit, avec les années, ils avaient tellement perfectionné les télescopes qu'ils en étaient venus à se divertir en observant les détails les plus insignifiants. Le tricot que j'avais sur le dos, s'il était en laine ou de coton, et tout le reste ne les intéressait pas, ils n'y faisaient même pas attention. Et de mon honorable action, de mon action, disons-le, magnanime et généreuse, ils n'avaient pas retenu d'autres éléments que mon tricot de laine. Mon meilleur tricot, évidemment. Et peut-être bien qu'en un autre moment, il ne m'aurait pas déplu qu'ils le notassent, mais pas cette fois, pas cette fois. En tout cas, tant d'autres témoignages m'attendaient. Il était naturel que sur le nombre, quelques-uns vinssent à manquer. Je n'étais pas de ceux qui perdent leur calme pour si peu. De fait, d'une galaxie un peu plus éloignée, j'eus finalement la preuve que quelqu'un avait parfaitement vu comme je m'étais comporté et avait mesuré ma conduite à sa juste valeur, c'est-à-dire avec enthousiasme. Il avait écrit sur son carton « Cet individu est fortiche ». J'en avais pris acte avec une satisfaction pleine et entière. Une satisfaction, si on y prend garde, qui me faisait rien d'autre que confirmer mon attente, et même ma certitude d'être reconnu pour ce que je valais. Quand l'expression « cet individu » mobilisa mon attention. Pourquoi m'appelait-il cet individu s'il m'avait déjà vu? Fût-ce en une circonstance défavorable, en somme, je ne pouvais être que bien connu d'eux. Avec précaution, j'améliorai le réglage de mon télescope et j'aperçus en bas du même carton une ligne en caractère un petit peu plus petit. Qui est-ce? Je me le demande. Peut-on imaginer une plus grande infortune? Ceux qui avaient en main tous les éléments pour comprendre qui j'étais vraiment ne m'avaient pas reconnu. Ils n'avaient pas relié ce louable épisode avec l'épisode blâmable qui s'était déroulé 200 millions d'années auparavant. Et en conséquence, l'épisode blâmable continuait à m'attribuer, et celui-ci restait une anecdote impersonnelle, anonyme, qui ne devait faire partie de l'histoire de personne. Mon premier mouvement fut de déployer un carton. Mais c'est moi! J'y renonçais. À quoi cela aurait-il servi? Il l'aurait vu d'ici plus de 100 millions d'années, et avec les 300 autres et quelques qui avaient passé depuis le moment X, on allait vers le demi-milliard d'années. Pour être sûr de me faire comprendre, j'aurais dû spécifier, remettre encore sur le tapis cette vieille histoire, c'est-à-dire que je voulais celle que je voulais le plus au monde éviter. Désormais, je n'étais plus tellement sûr de moi-même. Je craignais de ne pas obtenir des autres galaxies de plus grande satisfaction. Ceux qui m'avaient vu d'une façon partielle, fragmentaire, distraite. On avait compris que jusqu'à un certain point ce qui se passait, sans recueillir l'essentiel, sans analyser les événements, les éléments de ma personnalité qui, au gré des hasards, ressortaient. Un seul carton disait ce à quoi je m'attendais véritablement. Mais tu sais que t'es fortiche. Je me dépêchais de feuilleter mon cahier pour voir quelle réaction était venue de cette galaxie au moment X. Comme par extraordinaire, c'était précisément là qu'était apparu le carton « On n'y voit foutre rien ». Dans cette région de l'univers, je jouissais sûrement de la meilleure considération. Évidemment, j'aurais dû m'en féliciter. Au contraire, je n'en tirais aucune satisfaction. Je m'aperçus que, du moment que ces admirateurs n'étaient pas de ceux qui, tout d'abord, pouvaient s'être fait de moi une idée fausse, rien de leur part ne m'importait vraiment. La preuve que le moment Y démentait et effaçait le moment X, ils ne pouvaient pas, quant à eux, me la donner. Et mon malaise persistait, aggravé par le temps et par l'impossibilité où j'étais de savoir si ces causes en étaient déjà venues ou en viendraient jamais à disparaître. Naturellement, pour les observateurs épars dans l'univers, le moment X et le moment Y n'étaient que deux moments parmi les innombrables moments observables. Et de fait, chaque nuit, sur les constellations situées aux distances les plus variées, apparaissaient des cartons qui se référaient à d'autres épisodes. Des cartons qui disaient « T'es toujours là, regarde ce que tu fais, je l'avais bien dit ». Pour chacun, je pouvais faire le calcul, tant d'années-lumière d'ici à là-bas, et tant au retour, et rétablir à quel épisode il se référait. Tous les faits et gestes de ma vie, toutes les fois que je m'étais mis un doigt dans le nez, toutes les fois que j'avais réussi à sauter du tram en marche, étaient encore là, à voyager d'une galaxie à l'autre, pris en considération, commentés, jugés. Commentaires et jugements n'étaient pas toujours pertinents. L'inscription correspondait à la fois où j'avais versé un tiers de mon salaire à une œuvre de bienfaisance. L'inscription, cette fois, tu m'as plu, au jour où j'avais oublié dans le train le manuscrit du traité qui m'avait coûté tant d'années d'études. Ma fameuse leçon d'ouverture à l'université de Göttingen avait été commentée par l'inscription «
Attention au courant d'air. En un certain sens, je pouvais être tranquille. Rien de ce que je faisais, en bien ou en mal, ne se perdait tout à fait. Il y avait toujours un écho qui en échappait, même plusieurs échos qui se diversifiaient d'un bout à l'autre de l'univers, dans cette sphère qui se dilatait et engendrait d'autres sphères. Mais c'était des nouvelles discontinues, disharmoniques, inessentielles, desquelles ne résultait pas un lien entre mes actions et une action nouvelle, ne réussissait pas à expliquer ou à corriger une autre, si bien qu'elles s'additionnaient simplement l'une à l'autre avec le signe plus ou le signe moins, comme en un très long polygone qu'il n'est pas possible de réduire à une expression plus simple. Que pouvais-je faire, arrivé à ce point? Continuer à m'occuper du passé était inutile. Jusque-là, les choses étaient allées comme elles avaient pu. Je devais faire en sorte qu'elles allassent mieux dans l'avenir. L'important était que tout ce que je faisais ressortît clairement ce qui était essentiel, ce sur quoi il fallait faire porter l'accent, ce qui devait être noté ou non. Je me procurais un énorme carton avec un signe indicateur de direction, de ceux qui ont une main avec l'index pointé en avant. Quand j'accomplissais une action sur laquelle je voulais attirer l'attention, je n'avais qu'à lever le carton en essayant de m'y prendre de telle sorte que l'index désignât le détail le plus important de la scène. Pour les moments au contraire au cours desquels je préférais passer inaperçu, je fis un autre carton avec une main dont le pouce indiquait la direction opposée à celle où moi-même je m'engageais, de manière à détourner l'attention. Il suffisait que j'emporte ces cartons partout où j'allais et que je lève l'un ou l'autre selon les occasions. C'était une opération à longue échéance, naturellement. Les observateurs distants de centaines de milliers de mille années-lumière percevaient avec des centaines de milliers d'années de retard ce que je faisais sur le moment. Et moi-même, je lirais leurs réactions avec une autre fois des centaines de milliers d'années de retard. Mais ce retard-là était inévitable. Il y avait en revanche un autre inconvénient que je n'avais pas prévu. Que devais-je faire quand je m'apercevais que j'avais levé le mauvais carton? Et oui, par exemple, à un moment, j'étais sûr que j'allais faire un geste qui me donnerait dignité et prestige. Je me dépêchais de déployer le carton avec l'index pointé sur moi. Et précisément, à ce moment, je faisais quelque chose de pas bien. Je commettais une gaffe impardonnable, une manifestation de la misère humaine à vous enfoncer sous terre de honte. Mais les dés étaient lancés. L'image avec son carton indicateur pointé sur elle naviguait à travers l'espace. Personne ne pouvait plus l'arrêter. Elle dévorait les années-lumière. Elle se propageait de galaxie en galaxie. Elle suscitait pour des millions de siècles à venir des commentaires et des rires et des froncements de nez, lesquels, du fond des millénaires, me reviendraient et m'obligeraient à des justifications encore plus bouffonnes, à de maladroites tentatives de rectification. Un jour, au contraire, je dus affronter une situation désagréable, un de ces moments dans la vie par quoi on est obligé de passer en sachant déjà que, de quelque façon que la chose tourne, il n'y aura pas moyen de se tirer d'affaire. Je me fis un bouclier du carton avec le pouce qui indiquait le côté opposé, et j'allais. De façon inattendue, en cette situation si délicate et si épineuse, je fis preuve d'une rapidité d'esprit, d'un équilibre, d'une aisance, d'une résolution et d'une décision que personne, et moi moins que personne, n'aurait soupçonné en moi. Je prodiguais à l'improviste une réserve de dons qui supposait la longue maturation d'un caractère. Et pendant ce temps, le carton détournait les regards des observateurs, les faisant tous converger sur un vase de pivoine à côté. Des cas comme celui-là, qu'à l'origine je considérais comme exceptionnels et fruits de mon inexpérience, il m'en arriva de plus en plus fréquemment. Trop tard, je m'apercevais que j'aurais dû montrer ce que je n'avais pas voulu faire voir et dissimuler ce que j'avais montré. Il n'y avait pas moyen d'arriver avant l'image et d'avertir qu'il ne fallait pas tenir compte du carton. Je pensais à me faire un troisième carton avec écrit dessus « Ne compte pas », à lever si je voulais réfuter le carton précédent. Mais dans toutes les galaxies, cette image-là serait vue seulement après celle qu'elle aurait dû corriger, et donc le mal aurait été fait, et je ne pouvais y ajouter qu'un ridicule supplémentaire, contre lequel un nouveau carton, le « ne compte pas », aurait été parfaitement inutile. Je continuais à vivre dans l'attente du moment éloigné où des galaxies m'arriveraient les commentaires sur ceux des nouveaux épisodes qui m'emplissaient de malaise et d'embarras. Commentaires que je pourrais combattre par des messages en réponse auxquels je travaillais déjà, les graduant selon les cas. Cependant, les galaxies avec lesquelles j'étais le plus compromis
étaient déjà en train de rouler sur le seuil des milliards d'années-lumière, à une vitesse telle que, pour les rejoindre, mes messages auraient dû tirer la langue à travers l'espace en s'accrochant à l'accélération de leur fuite. L'une après l'autre, elles allaient disparaître de l'horizon ultime des milliards d'années-lumière, au-delà duquel aucun objet visible ne peut plus être vu. Et elles emporteraient avec elles un jugement, dès lors irrévocable. Et, en pensant à leur jugement que je ne pourrais plus changer, il me vint tout à coup comme du soulagement. Comme si la paix ne pouvait me venir que du moment seulement où, sur cet arbitraire registre des malentendus, il n'y aurait plus rien à ajouter, ni à retrancher. Et les galaxies qui, peu à peu, se réduisaient à l'ultime bout d'un rayon lumineux tourné hors de la sphère de l'obscurité, emportaient avec elles, me semblait-il, l'unique vérité possible sur moi-même. Et j'avais hâte de les voir prendre toutes le même chemin.